Bienvenue dans Best vs Worst spécial football, l'émission qui revient sur les meilleurs et les pires moments vécus par les stars du ballon rond en 2014. Quel joueur a révélé son talent à la Coupe du Monde au Brésil? Qui a encore fait parler de lui sur les réseaux sociaux? Pourquoi 2014 n'est décidément pas l'année de Zlatan Ibrahimovic? Mario Balotelli a-t-il enfin mûri? Rien n'a échappé à l'œil de nos experts en football et célébrités. Le foot offre de belles images, des joies immenses. Il est aussi capable de générer les pires drames, comme celui qui s'est produit le 23 août 2014 en Kabylie. Le Camerounais Albert Ebossé est mort sur un terrain de football. C'est à lui que nous dédions cette rétrospective 2014. Comment parler de football sans évoquer le Ballon d'Or? En janvier, le célèbre trophée a été remis à Cristiano Ronaldo pour la deuxième fois de sa carrière. Mais cette année, le titre individuel le plus prestigieux a suscité un peu plus de polémique que d'habitude. C'est plutôt tout ce qu'il y a eu avant le Ballon d'Or, avant la cérémonie du Ballon d'Or qui a créé la polémique. Il y a Sepp Blatter, le président de la FIFA, qui a eu des propos un peu, on va dire, moqueurs à l'encontre de Cristiano Ronaldo. Il avait un peu charrié Ronaldo en disant très clairement qu'il préférait Messi au Portugais. Ça n'avait pas du tout plu à Ronaldo, qui s'était plaint, qui avait menacé de ne pas venir à la cérémonie. Pour la remise du trophée tant convoité, 3 joueurs illustres avaient été désignés. L'Argentin Lionel Messi, le Portugais Cristiano Ronaldo et le Français Franck Ribéry. Pour moi, le Ballon d'Or cette année, ça aurait dû être Ribéry. Il y a surtout cette date de vote qui a été prolongée de 2 semaines. Comme par hasard, c'est tombé un jour où Cristiano Ronaldo plante un triplé en éliminatoire de la Coupe du Monde contre la Suède et qui qualifie le Portugal pour la Coupe du Monde. Officiellement, c'est parce qu'il n'y avait pas eu assez de votes de la part des journalistes, des joueurs et sélectionneurs. Beaucoup de gens quand même n'ont pas pu s'empêcher de se dire qu'il y avait une manœuvre en fait, pour faire gagner Cristiano Ronaldo qui commençait à en avoir marre aussi lui de son côté de voir Messi lui prendre le trophée pendant 3 ou 4 années de suite. Est-ce que le fait de repousser les votes pour lui permettre de gagner, c'était pas une manière pour Sepp Blatter aussi de arranger les choses avec Ronaldo? On ne sait pas. Cristiano Ronaldo est heureux, mais Ribéry est déçu. Et ce ne sera pas la seule désillusion pour le Français. Blessé, l'attaquant a raté l'événement planétaire de 2014, celui qu'il ne fallait pas louper, la Coupe du Monde au Brésil. Dans un instant, dans Best vs Worst. Il a un problème avec la presse française. On l'appelle El Bandido. Moi, c'est ma préférée de toutes les WAG que je connaisse. Retour dans le meilleur et le pire du football de l'année 2014. Direction le Brésil, Copacabana, Ipanema, les Blonds et le Maracana. Le Brésil, où le foot est une seconde religion. Le Brésil, c'est le pays de la Coupe du Monde. Football Samba, Pelé, Bebeto, Ronaldinho, Kaká. Le Brésil, c'est une terre de football. Tous les jeunes jouent au football au Brésil, que ce soit sur la plage, dans les favelas, partout. C'est vraiment le sport numéro 1 au Brésil. Le Brésil a gagné 5 Coupes du Monde dans l'histoire. C'est le pays le plus titré. Le Brésil n'avait pas organisé la Coupe du Monde depuis 64 ans. C'était mal passé justement en 1950. C'était une manière de se réconcilier. Surtout le Brésil, il y a 200 millions d'habitants. Il y a une population qui est très jeune, moins de 30 ans, donc ils n'ont pas connu les exploits des Pelés. Et avec cette nouvelle génération, ils attendaient énormément de cette Coupe du Monde. Joie, larmes, scandales, célébrations et rires, héros et autres mordeurs en série, la 20e Coupe du Monde de la FIFA organisée au Brésil restera elle aussi dans les annales. James Rodriguez. S'il ne fallait retenir qu'un nom de ce mondial, ce serait celui-là. Le Colombien n'a laissé personne indifférent, et surtout pas Shakira. Ce n'est un secret pour personne, la chanteuse est une grande fan de football. Et même si son compagnon est un joueur de l'équipe d'Espagne, ça ne l'empêche pas de soutenir la Colombie, son pays d'origine. James Rodriguez a d'ailleurs participé à son clip La La La, hymne de la Coupe du Monde. James Rodriguez, c'est la révélation du dernier mondial. On l'appelle El Bandido. En Colombie, on aime donner des surnoms, en Amérique du Sud, on aime donner des surnoms El Bandido pour sa capacité à mettre le désordre sur un terrain. C'est un très bon joueur, jeune joueur, un pur gaucher et surtout un joueur élégant, très beau à voir jouer, très beau sur les coups de pied arrêtés. Il a réalisé une très très belle Coupe du Monde. Il cartonne tout, il marque 6 buts, il est meilleur buteur du mondial. Il marque dans chaque match, il fait que 5 matchs, c'est important ça, il fait que 5 matchs, il marque 6 buts, il a marqué à chacun de ses matchs de la Coupe du Monde. Il est élu meilleur joueur de la phase de poule de la Coupe du Monde.
En huitième de finale, le Colombien inscrit un doublé qui qualifie son équipe. Sur les réseaux sociaux, Shakira ne cache pas sa joie quand elle félicite et remercie chaleureusement Rodriguez. « Tu es le meilleur joueur du mondial », lui dit-elle. Mais Shakira n'est pas la seule chanteuse à se passionner pour la Coupe du Monde. Rihanna aussi est une grande fan de foot et de footballeurs. Pendant le mondial, on a aperçu la chanteuse à plusieurs reprises et notamment sur des selfies en compagnie de Pelé. On n'est pas Rihanna pour rien. Sur son compte Twitter, elle a apporté son soutien à l'Allemagne. Mais elle a aussi supporté ses deux chouchous, Karim Benzema et James Rodriguez. Rodriguez est trop chou, a tweeté la Barbadienne. Si certains joueurs séduisent par leur jeu et leur belle gueule, d'autres déçoivent par leur attitude. Le pire est sans doute Luis Suarez, l'attaquant star de l'Uruguay qui ne s'est pas contenté de marquer des buts. Il y a deux facettes de Luis Suarez. Il y a la facette joueur. Pour moi, personnellement, Luis Suarez, c'est un des meilleurs attaquants, voire le meilleur attaquant pur du monde à l'heure actuelle. C'est la star de l'Uruguay, ça va être une des stars du mondial, mais ça a déjà mal commencé pour lui parce qu'il était blessé. Après, il y a la facette plus people de Luis Suarez. Il a été accusé de racisme, il a eu des problèmes avec Patrice Evra notamment par rapport à ça, il a été suspendu de nombreux matchs par rapport à ça. Et puis il y a ce problème principal qui est apparu pour la troisième fois à la Coupe du Monde, c'est ces morsures incroyables. Il a grandi un peu dans un climat un peu hostile en Amérique du Sud, c'est un Uruguayen. Il a eu des problèmes d'alcool très tôt, à 14 ans notamment. Un de ses entraîneurs lui a dit « ou tu t'entraînes sérieusement, ou c'est fini avec le foot ». Voilà, il a eu une enfance particulière, il a été élevé par sa mère avec ses frères et sœurs. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs buteurs du monde, mais voilà, il est connu pour ses affaires. On peut voir la morsure comme une sorte de, pas de sacrifice, mais d'acte en fait qu'il fait pour mettre ses adversaires hors du match en fait. Personne n'avait prévenu que Dracula serait sur le terrain. Sacrifice ou tactique, son geste vaudra à Suarez 9 matchs de suspension en équipe nationale et 4 mois d'interdiction d'exercer toute activité liée au football. Si personne n'explique son comportement, tout le monde s'en inspire sur les réseaux sociaux et les photomontages ont fleuri sur le net. La mauvaise nouvelle pour Luis Suarez, c'est que cela ne lui vaudra pas le rôle de Dracula au cinéma. La bonne, c'est que malgré son furieux coup de dent, le FC Barcelone le rachète à Liverpool pour la jolie somme de 81 millions d'euros. C'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que d'un point de vue éthique, avec toute la polémique qu'il y a autour de lui, plus sa suspension, c'est peut-être pas un joueur à faire venir. Mais bon, ils ont décidé de lui laisser une seconde chance et de faire passer le plan sportif avant le plan extra-sportif. On verra qui a eu raison dans le futur. Mais Suarez n'est pas le seul carton rouge de ce mondial. Avant même l'ouverture de la grande fête brésilienne, la petite amie du Français Samir Nasri avait défrayé la chronique. Samir Nasri, c'est un peu le nouveau mal-aimé du football français. Il a un problème avec la presse française. Il le dessert, voilà, c'est son comportement, son attitude quand il n'est pas titulaire. Au-delà de ça, il n'y a pas spécialement de problème. Quand il n'est pas content, il le fait savoir. Et apparemment, il le fait savoir de manière plutôt véhémente et ça peut perturber l'ambiance du groupe selon Didier Deschamps en tout cas. Samir Nasri n'est pas sélectionné dans l'équipe de France, ce qui n'est pas du goût de sa petite amie Anara Atanes, plutôt cash sur les réseaux sociaux qui servent à tout et à n'importe quoi. Pour faire buzzer des insultes, Twitter est un allié idéal. Petite amie, Ken Wags, Anara, a tweeté lors de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, donc des 30, et elle a attaqué Didier Deschamps. Didier Deschamps, le sélectionneur français, a porté plainte pour injure. Notamment, on dit que c'était, entre guillemets, un entraîneur de merde. Elle a retiré son tweet juste après, mais bon, sur internet maintenant, tu laisses ça 2 secondes, ça passe. Donc ça a été repris par tous les journaux, elle a fait une erreur. Donc voilà, ça servait à rien d'en rajouter. La sélection a été définitive, ça servait à rien d'en rajouter derrière. Ça a porté plus préjudice à Samir Nasri plutôt que le contraire. Anara Atanes est un mannequin anglais d'origine hispano-portugaise connu des tabloïds britanniques pour ses nombreuses conquêtes ayant un point commun, ce sont tous des footballeurs de première ligue. Anara est une femme qui aime être sous le feu des projecteurs. La Coupe du Monde était sans doute pour elle une occasion de se montrer, à tel point qu'elle n'hésite pas à en rajouter une couche quand la France perd en quart de finale face à l'Allemagne. On s'est réjoui aussi, encore une fois sur Twitter, de la défaite de la France, mais après voilà, c'est passé un peu plus inaperçu parce que je pense que tout le monde l'attendait en fait. Si Anara Atanes ne compte pas parmi les Wags aperçus au mondial, d'autres n'ont pas loupé l'occasion de goûter au soleil de Rio. Voici le top des plus belles Wags de footballeurs présents à la Coupe du Monde. Une mention spéciale pour Polly Parsons, qui est 6e.
La jolie brune est la petite amie de Thomas Vermeulen, international belge. C'est vraiment une des plus jolies wags, jolie pour rester correct, qui existe, enfin, qui soit dans le game, tu vois, des wags. Et quand je regarde Thomas Vermeulen, j'ai l'impression qu'il est toujours malade. Donc je suis un peu surpris, quoi. Numéro 5, Sarah Carbonero. Moi, c'est ma préférée de toutes les wags que je connaisse. Déjà, physiquement, c'est totalement mon type de fille. Petite brune, piquante, les yeux clairs, mat de peau. Et en plus, on sait que c'est pas une cruche, elle est journaliste à la télé espagnole. D'ailleurs, elle s'est fait connaître du grand public, en tout cas international, en dehors de l'Espagne. Le jour où Iker Casillas l'a demandé en mariage et l'a embrassé devant toutes les caméras du monde entier, pendant qu'elle l'interviewait. Depuis, le couple file le parfait amour. En janvier 2014, Sarah Carbonero et Iker Casillas ont eu un petit Martin. Numéro 4, Anne-Catherine Brommel. L'Allemagne n'a Dieu que pour Anne-Catherine Brommel, surtout depuis que la belle est entrée sur la pelouse pour embrasser celui qui a offert la victoire finale à sa nation, son petit ami Mario Götze. Et sur la 3e marche de notre podium des WAGs du Mondial 2014, on trouve Melissa Sata. Le joli mannequin italien est la petite amie de l'international ghanéen Kevin Prince Boateng. En 2012, elle déclare que si Kevin Prince est blessé, c'est parce qu'ils font trop souvent l'amour. 10 fois par semaine en moyenne. Numéro 2, Irina Shayk. Jamais numéro 1. Numéro 1 ou en tout cas dans le top 3 de mes wags. Elle est vraiment élégante, elle s'habille toujours de manière très élégante et bon, la femme de Cristiano Ronaldo forcément. Mais ouais, je mets un 10 sur 10, clairement. Il est vrai qu'Irina a de multiples atouts. En plus d'être une beauté sublime, la petite amie de Cristiano Ronaldo, Monsieur Chanceux, a fait ses débuts à Hollywood aux côtés de Dwayne Johnson dans le film Hercule. Mais elle a beau être sublime, Irina n'est pas la première de notre top WAG. Parce que la première, c'est elle, Fanny Neguesha. Elle, c'était un peu la WAGs numéro 1 cette année. Parce qu'elle sort déjà avec un des joueurs... Enfin, elle est sortie, parce qu'ils sont plus ensemble, donc, avec un des joueurs les plus dingues donc, qui existe dans le foot aujourd'hui, Mario Balotelli. Elle a une bonne cote de sympathie, en fait, auprès de la gente féminine. C'est assez marrant, je trouve. Fanny Neguesha, accro à Instagram, mais tout le monde d'accord. C'est notre WAG number 1. Ne bougez pas, Best versus Worst continue dans un instant. Le meilleur et le pire du football, c'est aussi sur la tête. Je trouve que l'hommage, c'est bien de le faire. Maintenant, la coupe, je la trouve un peu originale. Et c'est un habitué des coupes extravagantes, des comportements extravagants. On dirait une serpillière en fait. Ce qu'il a sur la tête, entre noir et blond, il sait pas trop. Retour dans Best versus Worst, spécial football 2014. S'il y a une chose qui nous épatera toujours chez les footballeurs, c'est bien leur coupe de cheveux. Improbable, extravagant, les styles capillaires des footballeurs sont parfois aussi inventifs que leur jeu de jambes. Voici un petit top des pires coupes de cheveux aperçues au mondial. À la 5e place ex-aequo, Samuel Eto'o et Neymar. Le Camerounais a voulu rendre hommage à Nelson Mandela, mort en décembre 2013, avec une raie en plein milieu de la tête. Le résultat n'est pas passé inaperçu. Je trouve que l'hommage, c'est bien de le faire. Maintenant, la coupe, je la trouve un peu originale. À son âge surtout, je trouve qu'à un certain âge, il est jeune encore, mais pour un footballeur à partir d'un certain âge, faut arrêter les coupes extravagantes, quoi. Dégrader, c'est bon, mais là, cette coupe, je dis non. Samuel Eto'o, je dis non. Du côté de Neymar, ce n'est pas mieux. La star de ce mondial brésilien, coutumier des blonds et des crêtes, n'a pas fait l'unanimité. La preuve, on en parle encore. Et surtout, on ne comprend toujours pas ce qu'il a voulu faire. On dirait une crinière de lion. Je dirais un hérisson. Non, lui, on sait que ses coupes de cheveux, tout est dans son style aussi. C'est sur le terrain, je vais me démarquer de tout le monde. Je vais avoir les crampons que personne n'a, je vais avoir la coupe que personne n'a. Dunga, le nouveau sélectionneur brésilien pour l'anecdote, a interdit ses coupes des cheveux, c'est teinture. Il a dit à tous les joueurs, ça suffit, il y avait Alves aussi qui était dans ce délire de coupe de cheveux. Numéro 4, David Luiz. La tignasse du défenseur de la Seleção est aussi célèbre que son jeu. On ne sait pas trop s'il a perdu un pari ou si, comme Samson, sa longue chevelure est le secret de sa force. Mais on ne peut s'empêcher de se demander combien de temps il met à se préparer le matin.
Je pense que c'est 6-7 heures. Non, c'est très rapide. Je suis né comme ça, les cheveux bouclés. Je mets toujours de l'eau avec du shampoing pour que ça ne sente pas trop mauvais. Et ils ont directement ce résultat, une forme bouclée. À Chelsea, on le surnommait Tighty Bob pour sa ressemblance avec le personnage des Simpsons. Troisième sur le podium, Super Mario. La présence de Mario Balotelli dans ce top n'est pas une surprise. Entre sa teinture blonde, ses motifs et autres fantaisies, le plus imprévisible des footballeurs italiens a de nouveau sorti sa crête. Non, pas la petite aérodynamique séparant les deux hémisphères de son cerveau créatif et toujours apte à lui inspirer de nouvelles frasques. Mais cette fois-ci, une crête un peu plus visible, un peu plus assumée, la crête blonde. C'est un habitué des découpes extravagantes, des comportements extravagants. On dirait Djibril Cissé en 2009. C'est un peu le style de Neymar, sauf que lui, il est plus arrogant, quoi. L'enfant mal aimé du football, franchement, quand je vois sa couche, je comprends pourquoi il est mal aimé. Ça passe pas, non. Numéro 2, Bakary Sagna. La médaille d'argent du mauvais goût revient donc à Bakary Sagna. On s'est presque habitué à la coiffure du défenseur français. Malheureusement, les tresses blondes et noires de Bakary Sagna ne font vraiment pas l'unanimité. Capillairement, on comprend pas. Personnellement, j'aurais fait la boule à zéro. On dirait une serpillière en fait. Ce qu'il a sur la tête, entre noir et blond, il sait pas trop. On arrive à un moment où même lui, faut qu'il mûrisse, qu'il change de coupe de cheveux. Et voici la médaille d'or. À défaut de nous offrir un beau jeu, l'équipe du Portugal nous a offert le numéro 1 de ce top, le sosie de Zangief, célèbre personnage du jeu de combat Street Fighter. Ça fait un peu viking. C'est pas ce qu'il fait entre le punk, entre hard rock. Il aime bien faire ça, il est tout le temps extravagant. Tout le temps, il se laisse pousser la barbe, les cheveux, des coupes bizarres. Voilà. Si toutes ces excentricités capillaires étaient supposées faire parler d'eux, c'est plutôt réussi pour nos héros du foot et du cheveu. Le meilleur et le pire du football continuent. Et si nous parlions argent? Au cours du mondial brésilien, les primes mal ou non versées ont fait l'objet de polémiques. Sur la sélection nigériane, il y a eu des problèmes, la sélection ghanéenne, il y a eu des problèmes. C'est récurrent. La sélection camerounaise aussi, il y a eu des problèmes, ça a retardé même leur préparation. C'est récurrent en Afrique tout simplement, ça fait partie du folklore africain, j'ai envie de dire. Un folklore qui n'a pas vraiment amusé l'équipe du Nigeria cette année. Alors qu'ils doivent affronter la France en 8e de finale, les joueurs se mettent en grève et réclament leur prime de qualification à la Coupe du Monde qu'ils n'ont toujours pas perçue. Il y a un avion qui a dû venir à la dernière minute, une fois que les joueurs nigérians ont dit qu'ils faisaient la grève. Un avion qui est venu avec du cash, simplement des autorités nigériennes qui sont venues avec du cash pour régler ce problème. Et au retour de la compétition, après leur élimination contre la France, il y a eu des problèmes. Le président de la fédération nigérienne a même été arrêté. La FIFA a à un moment mis la pression au Nigeria parce que je veux pas cette ingérence. La FIFA déteste cette ingérence. Quand les ministères ou le gouvernement se mêlent du sportif, la FIFA déteste ça. Et a plusieurs fois même suspendu le Cameroun, il y a pas très longtemps, il y a 1 an, 2 ans, a suspendu le Cameroun pour ça. Donc voilà, c'est des problèmes de primes qui ne sont pas payés. Les joueurs maintenant veulent des garanties, veulent du cash. Car si la prime accordée par la FIFA est fixe, ce sont les fédérations qui décident de la part reversée aux joueurs. Voici le classement des meilleures primes accordées en cas de victoire finale à la Coupe du Monde. Numéro 5, la Suisse. Plus connue pour son chocolat que pour son équipe de football, la Suisse disputait sa 10e Coupe du Monde. Même si les chances de victoire finale étaient infimes, la fédération suisse prévoyait tout de même 410 000 € de primes par joueur, et net d'impôts. Numéro 4, l'Angleterre. Si Wayne Rooney et ses coéquipiers remportaient la Coupe du Monde, une jolie prime de 430 000 € les attendait. Malheureusement, l'aventure s'est terminée en phase de poule. Numéro 3, l'Argentine. Si la présence de Lionel Messi n'était pas suffisante pour mobiliser l'effectif, la fédération argentine avait ajouté une prime de 510 000 € par joueur en cas de victoire finale. Une bagatelle à côté des 20 millions d'euros annuels de l'attaquant du FC Barcelone. Numéro 2, l'Uruguay. Pour Edinson Cavani et ses coéquipiers, la récompense, s'ils parvenaient à ramener la Coupe du Monde à la maison, était de 534 000 €. Et apparemment, certains comme Luis Suarez avaient les crocs. Numéro 1, l'Espagne. Bien malheureuse pendant le Mondial 2014, la Rora avait pourtant bien négocié sa prime, puisque celle-ci s'élevait à un montant record de 720 000 €. Le parcours lamentable de l'Espagne a privé les joueurs d'un joli pactole.
En 2014, comme chaque année, les footballeurs ont fait des apparitions dans des spots publicitaires en tout genre. Si vous regardez la télé, vous avez forcément vu Lionel Messi manger des chips, Zlatan faire des tractions et plonger dans de l'eau glacée pour un constructeur automobile suédois. Ce qui vous a peut-être échappé, c'est la publicité japonaise ridicule de Cristiano Ronaldo pour un appareil destiné à travailler les muscles du visage. Les sportifs n'étant pas de grands comédiens, ils s'en sortent généralement mieux lorsqu'on les laisse dans leur élément naturel. Nike l'a parfaitement compris avec sa campagne Risk Everything, qui mélange habilement des footballeurs à des fans et même un personnage Marvel. L'équipementier est allé encore plus loin avec un film d'animation de 5 minutes mettant en scène l'ancienne star Ronaldo et les plus grands noms du foot actuel, ou du moins ceux qui sont sponsorisés par cette marque. Le résultat est plutôt sympathique. Quel footballeur est soupçonné d'avoir trompé sa femme? Qui a été aperçu en compagnie d'Amber Rose? Que s'est-il passé entre Arsène Wenger et José Mourinho? C'est tout de suite dans la dernière partie de notre Best versus Worst. Retour dans Best versus Worst, spécial football, avec quelques petits potins de l'année 2014. Mario Balotelli a fait sa demande en mariage à Fanny Neguecha sur une plage de Rio à quelques heures de la cérémonie d'ouverture du mondial. Quelques mois plus tard, le couple se sépare suite à quelques petites infidélités de la part de Super Mario. En parlant d'infidélité, Mesut Özil a fait l'objet de forts soupçons. Christian Lell, un autre footballeur allemand, l'accuse d'avoir dragué sa petite amie du moment, Melanie Rickinger. Ce qui n'a pas plu à Mandy Capristo, compagne de Mesut Özil. En octobre, The Sun annonçait que la chanteuse allemande était venue reprendre ses effets personnels à Londres. Toujours à Londres, l'atmosphère n'était pas plus détendue entre José Mourinho et Arsène Wenger, début octobre lors d'un match opposant Chelsea à Arsenal, sous tension. Mourinho, c'est une histoire qui remonte à très longtemps. C'est l'arrivée de Mourinho. Mourinho, il a eu plusieurs ennemis. Une période, c'était Alex Ferguson à Manchester. Et maintenant, c'est plutôt Arsène Wenger. Et l'année dernière, c'est passé un nouveau cap où il a dit que Wenger était un spécialiste de l'échec. Wenger n'a pas trop digéré ça et ça a eu lors du dernier match entre Chelsea et Arsenal. Vous vous rappelez, c'est un derby londonien, donc une grosse rivalité de supporters, donc grosse rivalité sur le banc de touche également. Wenger a dérapé. Enfin, Arsène Wenger, il a l'expérience, ça fait 18 ans qu'il est à Arsenal. C'est lui qui a un petit peu craqué sur ce coup-là et Mourinho s'est placé un peu en victime et ça lui va bien, on connaît son côté provocateur. Bousculade, geste pas très aimable, les coachs perdent parfois leur sang-froid. La photo de Wenger et Mourinho a fait le tour du monde à la vitesse supersonique du web. Le web, c'est aussi là que les footballeurs passent une bonne partie de leur temps, entretenant les relations avec leurs fans et leur ego. Cristiano Ronaldo est définitivement devenu le maître de Facebook en dépassant fin octobre le cap des 100 millions de fans, très loin devant Neymar, star du mondial organisé dans son pays. Pour les sportifs, maintenant, c'est un moyen de communiquer déjà auprès de leurs fans. Et notamment pour Neymar, qui a quand même des gros contrats, notamment avec Nike, où il y a une sous-marque qui est développée par Nike à son effigie. C'est encore plus, c'est très important de communiquer sur ces réseaux-là. Et voilà, l'image de Neymar, c'est le joueur qui fait rêver et autres. Donc beaucoup de selfies de lui, dans des bons moments en tout cas. Il va pas se faire un selfie un jour en train de pleurer, ça c'est sûr. Les Brésiliens ne sont pas les seuls adeptes du selfie. Par contre, certains footballeurs ont peu conscience des conséquences qu'ils peuvent avoir. C'est le cas de José Henrique, défenseur de Liverpool. Un beau matin, il a fait une blague comme ça en se rasant. Voilà, comme nous, ça nous arrive de temps en temps quand on se rase, on se dit tiens, de quoi j'aurais l'air si je gardais les pattes comme ça, la moustache comme ça, le truc comme ça. Et lui, du coup, il a fait ça, mais avec la moustache façon Hitler. Et donc il l'a montré à sa copine et alors il l'a posté ensuite sur Instagram en disant j'ai montré ça à ma copine, j'ai tenté cette moustache ce matin pour rigoler, j'ai montré à ma copine mais elle a pas trop aimé. Sauf qu'on les voit tous les deux rigoler, ils n'ont pas permis sur la photo. Et vu donc la ressemblance qui était un peu frappante avec Hitler, c'est pas très bien passé sur les réseaux sociaux. Il s'est pris, des dizaines de milliers de commentaires négatifs. En voilà un qui a appris à ses dépens qu'on ne rigole pas de tout. Mais ce n'est pas le pire. Chris Smalling a osé aller plus loin. Chris Smalling, donc défenseur de Manchester United, a eu la bonne idée de se pointer donc dans une soirée déguisée en kamikaze.
Ce qui était peut-être un peu trop. On connaît l'humour anglais, tout ça, mais en ce moment c'est un sujet un peu touchy, quoi. Donc voilà, ça a été aussi relayé dans tous les tabloïds anglais et ça a pas fait autant de bruit que le jour où le prince William, je crois, s'était déguisé en Asie, mais voilà, ça a pas fait rire beaucoup de monde non plus, quoi. Zlatan Ibrahimovic n'a pas non plus dû beaucoup rire cette année. On peut dire que 2014 n'a pas été sa plus belle période. Face à Cristiano Ronaldo, le Suédois ne parvient pas à qualifier son équipe pour la Coupe du Monde. Blessé, l'attaquant rate les 2 plus gros matchs de l'année. Le match retour de son club, le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions face à Chelsea, et surtout le match aller contre le FC Barcelone. Un jour que Nasser Al-Khelaifi, le patron du PSG, décrit comme le plus beau de sa vie, mais qui aura sans doute été un cauchemar pour Zlatan, obligé d'assister au match depuis les tribunes. Il est vrai, pas très loin de David Beckham, Beyoncé et Jay-Z, mais assis et blessé. La blessure de Zlatan annonce-t-elle la fin de sa carrière professionnelle? Est-ce que Mesut Ozil va réussir à sauver son couple? Bakary Sagna finira-t-il par changer de coiffure? Luis Suarez va-t-il enfin ranger ses crocs? En attendant la réponse à ces questions, les footballeurs continueront d'enflammer les foules pour le meilleur et parfois pour le pire.